Prede doma, Turu Klausima. Kodel ne vestite, mot de la francophonie, francophonios, Georgiai. Kodel. Francophonios, Georgiai. Le mois, c'est ménois. Me, c'est Georgis, non? Non, c'est ménois. Noix. C'est traduit en bas. Oui, d'accord, j'ai compris, mais Georgis veut dire mot aussi, non? Ça, non. Non, c'est M-O-I-S. C'est pas avec T. Ah, moi, d'accord. C'est à l'occasion d'une loi de la francophonie. D'accord. Allez-y. Kalbesu francuziskoj. Pamoka bus francuziskoj. Taigi linke jums. Daig cantribes. Del manu accentu garima atpaginti iskur advikau. Laissez-moi commencer par une présentation, j'allais dire anecdotique, mais ce n'est pas une anecdote, c'est un événement historique, à mon avis tout à fait déterminant, significatif. Il s'agit de la résolution 262 de l'ONU. La résolution 262 de l'ONU a été votée à la suite de la guerre des 6 jours entre Israël et ses voisins arabes en 1967. Israël a occupé un certain nombre de territoires arabes, pris à la Syrie, à la Jordanie, et même à l'Irak, et les États arabes ont réclamé naturellement leur restitution, et l'ONU a voté une résolution dans ce sens. Cette résolution avait 2 versions, une version française et une version anglaise. La version anglaise dit que l'ONU exige, withdrawal, le retrait, of Israeli armed troops, armed forces, from territories occupied in the recent conflict. From territories, withdrawal from territories occupied in the recent conflict. La version française dit que l'ONU exige le retrait, le départ, des troupes armées israéliennes. À ce moment-là, la syntaxe, la morphologie, la morphosyntaxe du français exige un choix. Ou bien je dis le retrait des territoires occupés, des signifie de les, c'est-à-dire de tous les territoires occupés. Ou bien je dis le retrait de tous les territoires occupés. Et quand on dit de, DE, ça veut dire n'importe lesquels, certains, mais pas la totalité. Autrement dit, le français est une langue très claire, et l'anglais, l'horrible anglais impérialiste, est une langue ambiguë, compliquée, pas du tout claire. Car en anglais, on ne dit pas « requires withdrawal from the territories ». On ne dit pas pour la bonne raison que l'anglais, la grammaire de l'anglais, exige de ne pas mettre l'article avec les mots pluriels abstraits. Et ici, « territories » est considéré comme un mot pluriel abstrait. Par conséquent, en anglais, ce serait une faute, ou en tout cas une façon française, c'est-à-dire fautive, de s'exprimer que de dire UN requires withdrawal from the territories occupied in the recent conflict. Et en anglais, on dit from territories, qui est totalement ambigu. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Il est très simple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant depuis presque 50 ans, depuis plus de 50 ans, eh bien, les pays arabes exigent la version française de cette résolution, et Israël exige et ne retient que la version anglaise. Parce que la version anglaise, par son ambiguïté, est dans les intérêts d'Israël. Je cite ce phénomène comme illustration du fait que l'anglais, qui a, semble-t-il, un certain statut de langue internationale, n'a aucune vocation à cela. Contrairement à ce que croient souvent mes étudiants qui me racontent ça, qui sont mal informés ou naïfs, la domination mondiale de l'anglais n'est pas du tout liée à des qualités intrinsèques, intérieures de l'anglais, clarté, alors que l'anglais n'est pas du tout une langue claire,
L'anglais est aussi, malgré sa réputation de facilité, une langue très difficile. Pas du tout une langue facile. Ceux et celles qui disent que l'anglais est une langue facile, ne connaissent pas l'anglais, ou croient le connaître. Les raisons, par conséquent, de sa domination mondiale ne peuvent en aucune façon être des raisons internes, être des raisons structurelles, liées à la structure morphosyntaxique et sémantique de l'anglais. Norėčiau vesti? Galite. Norėčiau pradėti papasakodamas apie vieną istorinį įvykį. Manau, jog šis pavyzdys bus išties iškalbingas. Jungtinės tautos priėmė 262 rezoliuciją. Ši rezoliucija buvo priimta po 6 dienų karo tarp Izraelio ir kaimyninių arabų šalių, kuris vyko 1967-aisiais. Per šį karą Izraelis užėmė kai kurias kaimyninių šalių teritorijas iš Jordanijos, Sirijos ir Irako. Na ir arabų šalys, žinoma, pareikalavo šias teritorijas grąžinti. Tuomet Jungtinės tautos priėmė mano minėtą rezoliuciją. Ir ji buvo surašyta 2 kalbomis – prancūzų ir anglų kalba. Na ir anglų kalba buvo reikalaujama išvesti savo pajėgas iš teritorijų, from territories, o prancūziškai buvo reikalaujama išvesti pajėgas taip pat iš savo teritorijų, de territoire. Ir matote iš sintaksės ir morfologijos, jog prancūzų kalboje reikia pasirinkti, ar jūs vartosite D, kuris reikš de plus lė, tai reiškia iš visų teritorijų, ar pasirinksite vartoti tik D, kuris reiškia, kad bus išvedamos pajėgos tik iš dalies teritorijų. Na ir prancūzų kalboje viskas aišku, o angliškoje versijoje dėl to, jog anglų kalboje šiuo atveju nereikia vartoti artikelio, kadangi teritorijos yra abstraktus daugiskaitinis žodis, atsirado akivaizdi dviprasmybė. Nors šiuo atveju remiantis anglų kalbos taisyklėmis įrašyti artikelį the būtų klaida. Koksgi to rezultatas, ogi labai paprastas. Jau daugiau nei 50 metų arabų šalis remiasi prancūzišką rezoliucijos versiją ir reikalauja taikyti būtent šią rezoliucijos versiją, na, o Izraelis remiasi angliškąją versiją, kadangi tai atitinka jo interesus. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kurie įrodo, jog anglų kalba, kurią šiais laikais daug kas laiko tarptautinę kalbą, iš tiesų visiškai neturi jokio pagrindo tokia būti. Studentai man kartais sako, jog anglų kalba pasirinkta dėl to, jog ji yra labai aiški, tačiau tai netiesa, joje daugybė dviprasmybių, kad tai yra paprasta kalba, tačiau tai taip pat netiesa. Žmonės, kurie taip galvoja, šios kalbos tiesiog nemoka. Taigi, akivaizdu, jog anglų kalba šiandien dominuoja pasaulyje ne dėl savo kažkokių semantinių ar morfologinių, tai yra kalbinių ypatybių, o dėl visai kitų priežasčių. Dėkoju jums. Oui, très bien traduit. Bravo. Le titre de cette conférence, donc, si j'ai bien compris, est « La diversité linguistique dans le monde », c'est ça? C'est le titre que vous avez annoncé? Oui? Bien. Cette diversité, elle est illustrée, pour commencer, par l'exemple même, pas seulement anecdotique, que je viens de rappeler, excellemment traduit par notre traductrice, de différence entre le français et l'anglais, mais elle est illustrée également par l'ensemble considérable, très important à l'échelle mondiale, aussi bien du point de vue culturel que même du point de vue politique et économique, des langues dites grandes langues, entre gros guillemets, qui sont appelées ainsi, non pas parce qu'elles ont une grandeur particulière, comme Vitautis Digeli, où est-ce que c'est écrit? Il n'y a pas écrit Digelius? Ah, Magni, c'est en latin. DJ, et Didis, c'est le grand. Le grand. Attention. D'accord, merci. Elle est également illustrée par la présence de langues dont la grandeur, si on leur applique l'adjectif grand, est due tout simplement à leur diffusion mondiale, leur degré de diffusion mondiale. Quelles sont les grandes langues selon cette définition, selon le discriminant que je viens de rappeler? Eh bien, ce sont essentiellement le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le russe, l'arabe. Toutes ces langues
ont une diffusion mondiale très importante. Le russe et l'arabe ont une très grande diffusion, mais toutes les deux, malgré l'importance énorme du russe et l'importance énorme de l'arabe, ont une diffusion régionale, seulement régionale, dans des régions très très vastes. Pour la Russie, c'est pratiquement depuis Vitebsk jusqu'à Vladivostok. Et pour le monde arabe, c'est l'ensemble du monde arabe, mais pas les pays islamisés, car le sud des Philippines, musulmans, le sud de la Thaïlande, musulmans, la Malaisie, entièrement musulmane, l'Indonésie, musulmane à 85%, il y a 15% de bouddhistes, de chrétiens et d'animistes en Indonésie, ne sont pas des pays arabophones. Ils lisent le Coran dans leur langue en traduction, en principe, bien que, selon la doctrine officielle, selon le prophète Mohammed, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la traduction du Coran dans une langue autre que l'arabe est un péché. Mais malgré cette assurance un petit peu dictatoriale des instances les plus conservatrices de l'islam, le Coran, ce qui est dans son intérêt même, naturellement, est traduit dans la plupart des langues des pays musulmans. Bien. Donc cette diffusion pour ces deux langues, russe et arabe, très grande langue, très belle langue. Pour moi, le russe est la plus belle langue du monde. Pardonnez-moi de dire cela. C'est une question qui n'est ni politique, ni géographique, ni économique. Pour l'audition, le russe est une merveilleuse langue. Je n'ai jamais entendu une langue aussi belle. Le français et l'italien aussi. Pour nous, oui. Mais oui, mais la beauté du russe frappe l'oreille. Quand vous écoutez des vers de Pouchkine, de Lermontov, c'est une langue merveilleuse de beauté. Hein, je parle krasata ruskого языка. Je parle de la beauté. Bon, il y a aussi многие русские красавицы. Bien, je laisse tomber le russe, tandis que l'espagnol, le français, l'anglais sont de grandes langues, plus que le russe et l'arabe, parce qu'elles sont mondiales, elles sont internationales. En termes de diffusion mondiale, l'anglais arrive en tête, le français, loin derrière, arrive en seconde position. Pourquoi? Parce que le français, contrairement à l'arabe et au russe, contrairement même à l'espagnol et au portugais, est répandu sur les 5 continents. On parle français, même quand c'est sur de petites îles océaniennes, on parle français sur les 5 continents, tout comme l'anglais. Bien. Et puis il y a un nouveau venu, qui est le chinois. Le gouvernement de Pékin, Beijing Chengfu, le gouvernement de Pékin, a commencé, le gouvernement de ce qu'on appelle Zhongguo, c'est-à-dire la République socialiste de Chine, a commencé, à l'imitation des instituts français, des alliances françaises et des Goethe-Institut de l'allemand, à répandre son enseignement dans ce que le gouvernement de Pékin appelle Kongfutse Xueyan. Kongfutse, Kongfutse, vous comprenez Kongfutse? Il a été latinisé en Confucius, et ce nom d'un très grand savant et philosophe du 4e siècle, 5e, 4e siècle, avant l'ère chrétienne, Kongfutse, devenu en latinisation Confucius, a été donné aux instituts, en chinois, institut se dit Xueyuan. Xue veut dire enseigner, Yuan veut dire une cour d'enseignement, c'est la manière chinoise de dire ce que nous appelons nous un institut, ou un institute, ou institut en allemand, a été donné à ces instituts qui se montent maintenant, qui augmentent de nombre chaque année à presque 1500. Norite versti? Galite. Na, bet šiandien paskaita skirta kalbų įvairoviai pasaulyje. Ir šią kalbų įvairovę pasaulyje atspindi ne tik skirtumai tarp anglų ir prancūzų kalbos, bet taip pat ir taip vadinamos didžiosios kalbos, kurios tokiamis vadinamos daugiau dėl politinių, ekonominių ir kultūrinių priežasčių. Tikrai ne dėl to, kad jos tokios didžios kaip Vytautas Didysis. Didžiosiomis jos įvardėjamos atsižvelgiant į jų paplitimą, turiuomenį prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, arabų, ispanų kalbas. Šios kalbos visos yra labai paplitusios. Tiesa, rusų ir arabų kalbos labiau paplitusios yra regioninių lygmenių. Štai rusų kalba vartojama, galima sakyti, nuo Vitebsko iki Vladivostoko. Arabų kalba visas musulmoniškas pasaulis, nepaisant keletos šalių, tokių kaip Tailando pietus, Malaizija ar Indonezija, kur 85% gyventojų yra musulmonai, tačiau tai nėra arabiškos šalis. Ir nors pranašas Mohamedas yra pasakęs
teorijas, jog Korano vertimas į kitą kalbą yra nuodėmė. Vis dėlto šiose šalyse musulmonai Korano laikosi būtent remdamėsi jo vertimu į kitą kalbą. Beje, turiu pripažinti, jog man pati gražiausia kalba yra rusų kalba ir taip sakau tikrai ne dėl kažkokių ekonominių ar politinių priežasčių. Užtenka paskaityti Lermontovo ar Puškino eiles, kad suprastumėte, kokia tai yra nuostabiai graži kalba. Na, bet grįžkime prie prancūzų, ispanų ir anglų kalbų. Tai iš ties yra tarptautinės kalbos. Pagal paplitimą anglų yra pirmoji pasaulyje, prancūzų kalba atsilieka, tačiau ji yra antroje vietoje. Kodėl? Ogi todėl, jog prancūzų kalba vartojama visose 5 žemynuose. Ji vartojama net mažiausiose Okeanijos salelėse. Taip pat dabar neturime pamiršti ir kinų kalbos. Prieš kurį laiką Socialistinė Kinijos Respublika ir jos vyriausybė ėmėsi kopijuoti prancūziškus Alliance Française, prancūzų institutus ir ėmė steigti Konfucijaus institutus, pavadintus žymaus 4-5 amžiuje prieš Jėzų Kristų gyvenusio filosofo vardu. Ir šiuo metu tokių institutų skaičius siekia jau beveik 1500. Quelles sont les caractéristiques de ces univers, ces partie essentielle démographiquement, politico-économiquement également et culturellement de l'univers que sont l'anglophonie, la francophonie, l'hispanophonie, la lusophonie. Vous comprenez lusophonie? Lusophonie. Luso veut dire portugais, n'est-ce pas? Donc nous appelons le monde lusophone, lusophone world, le monde lusophone, die lusophonische Welt, d'accord? Le monde lusophone, le monde où on parle en portugais. Quelles sont leurs caractéristiques? Eh bien, pour la francophonie, pour l'anglophonie, pour l'hispano ou la castellanophonie et pour la lusophonie, les caractéristiques de la diffusion mondiale de ces 4 grandes langues, qui sont des témoignages de la diversité des langues, sont, heureusement ou malheureusement, selon la position politique, entièrement liées à la colonisation. La Lituanie ne connaît pas cela. La Lituanie n'a pas de colonie, sauf que la Pologne était une colonie du Grand-Duché. Autrefois. Et maintenant... Comment? Bon. Donc la Lituanie n'a pas de vraie tradition coloniale, mais elle n'est pas complètement étrangère dans son histoire au monde colonial. Donc, elles sont toutes ces grandes aires, ces grandes surfaces mondiales de langue internationale, lusophonie, castellanophonie, francophonie, anglophonie, liées à ce qu'on appellera, selon 3 termes, un terme polémique, un terme neutre, un terme l'aventure coloniale, la gloire coloniale, ou un terme neutre, l'épisode colonial de ces 4 pays de l'ouest de l'Europe. Eh bien, le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est que la diversité des langues du monde, qui était immense avant l'arrivée des colons et des militaires et des missionnaires jésuites oratoriens et d'autres ordres religieux catholiques encore, la diversité a été très gravement atteinte. Le Mexique, pour donner un seul exemple, contenait 650 langues au minimum avant l'arrivée de colons et n'en contenait plus qu'une trentaine ou une quarantaine jusqu'à aujourd'hui, à la suite des énormes massacres auxquels se sont livrés les Espagnols. Les Espagnols étaient extrêmement sanglants, extrêmement sanguinaires, mais contrairement aux Pilgrims d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse qui arrivaient au nord des États-Unis, de ce qui devait devenir plus tard les États-Unis, il y avait une caractéristique, les Espagnols massacraient beaucoup de gens, mais ils n'étaient pas racistes, ils épousaient les femmes indiennes. Et c'est pourquoi la population du Pérou, de la Colombie, de l'Équateur, du Paraguay, un peu moins du Chili et de l'Argentine et du sud du Brésil qui sont beaucoup plus européens, mais du nord et des pays andins, c'est-à-dire des Andes, est une population métissée. Les militaires espagnols massacraient, mais ils épousaient les femmes, ou en tout cas ils leur donnaient des enfants. Et évidemment le nombre de langues a été réduit de façon absolument dramatique, drastique même plutôt que dramatique. Au Pérou, il y avait un très grand nombre de langues. Il reste aujourd'hui encore une grande langue représentative de la culture péruvienne ainsi que bolivienne et équatorienne qui est le quechua, et à La Paz en Bolivie, l'aymara.
Au Paraguay, il y avait d'innombrables langues d'une famille que nous appelons Tupi-Guarani, très bien représentée en Amazonie et dans les grandes vallées comme celle de l'Orénoque également, jusqu'au Venezuela, qui occupe le Brésil et la partie est. La France est en partie intéressée parce qu'un département français, département entre guillemets, qui s'appelle la Guyane, fait partie de cet ensemble. C'est un pays ou une province francophone, en principe. Mais on y parle aussi de nombreuses langues tupi-guarani et d'autres familles, essentiellement les deux grandes familles de l'Amérique latine, c'est-à-dire Caraïbes et Arawak. Ces langues ne sont pas complètement mortes, mais elles ont été très gravement réduites par la présence coloniale espagnole. La présence coloniale française a également été redoutable, il faut bien le reconnaître, pour toutes les langues, aussi bien africaines que amérindiennes, que tibéto-birmane et sino-tibétaine de l'Asie, himalayenne comme de l'Asie du Sud-Est. Et quant à la présence coloniale anglaise, elle a été aussi absolument redoutable. Les Britanniques ont été la cause de la disparition de très très nombreuses langues en Afrique, en Océanie et dans l'Amérique du Nord. Bon, par conséquent, ce qui est paradoxal, c'est que les grandes langues de diffusion mondiale, auxquelles s'ajoute le chinois aujourd'hui, sont à la fois des témoignages de la diversité linguistique du monde et des témoignages de la mort des langues sous la pression de langues avec derrière elles des moyens énormes pour exercer cette pression. Ypatingos šios kalbinės visatos, šios skirtingos kalbinės teritorijos, frankofonija, anglofonija, luzofonija, tai yra portugališkai kalbančių žmonių bendruomenė, ispanofonija. Ogi tai, jog šios didžiosios kalbos... Ogi tai, jog šios keturios kalbos yra glaudžiai susijusios su kolonizacijos laikotarpiu. Lietuva nebuvo kolonistinė šalis, galima sakyti, jog Lenkija buvo LDK kolonija, tačiau grįžkime prie tikrųjų kolonizatorių ir tą kolonizacijos laikotarpį galime įvertinti įvairiai. Vieni sako, jog tai buvo avantūra, kiti kalba apie šlovę, jei kalbėti neutraliai, tai tiesiog tam tikras istorinis laikotarpis. Ir kokios buvo šio laikotarpio pasiekmės? Ogi tokios, jog prieš prasidedant kolonializacijai kalbų įvairovė buvo nepaprastai didžiulė, tačiau tuomet pradėjo vykti misionieriai, jezuitai, kitų religijų atstovai. Ir štai, pavyzdžiui, Meksikoje egzistavo mažiausiai 650 skirtingų kalbų, o dabar jų liko vos 30 ar 40. Atvykę ispanai iš ties buvo žiaurūs, jie išžudė daugybę vietinių gyventojų. Kita vertus, jie elgėsi kitaip negu piligrimai iš Škotijos, Anglijos ar Airijos, kurie vėliau vyko į Šiaurės Ameriką. Ispanai žudė vyrus, tačiau tuokėsi su moterimis. Todėl šiandien galima sakyti, jog Pietų Amerikos, Andų šalių, Brazilijos, Argentinos gyventojai yra metisai. Ir štai Peru išliko vos vienintelė iš svarbiausių vietinių kalbų. Paragvajuje, Venezueloje taip pat egzistavo daugybė vietinių kalbų. Nepamirškime ir Prancūzijos įtakos. Prancūzija, Lotynų Amerika taip pat domino. Ten ir dabar Prancūzijai priklauso Gvianos teritorija. Taigi, Lotynų Amerikoje egzistavo daugybė vietinių kalbų. Štai Gvianoje tos kalbos priskirtinos dviem pagrindiniam kalbų šeimoms ir daugybė jų mirė dėl to, jog tiesiog prarado savo svarbą. Taip pat reikėtų paminėti ir prancūzų įtaką Afrikoje, Afrikos šalims, Himalajų šalims, Tibeto, Birmos, apskritai Azijos šalių kalboms. Nepamirškime ir anglų kalbos įtakos Okeanijoje, Afrikoje, Šiaurės Amerikoje. Taigi šiandien galime sakyti, jog tos didžiosios kalbos viena vertus atspindi didžiulę kalbų įvairovę, tačiau kita vertus jos taip pat simbolizuoja ir tam tikrų kalbų mirtį. Il existe une entreprise de dimension considérable qui témoigne dans le sens du culte de cette diversité des langues humaines. Cette entreprise à laquelle sont soumises un très grand nombre de langues s'appelle Réforme et Planification. Et elle s'offre à nos regards, à nos investigations de chercheurs, dans le monde entier. Pour donner seulement un exemple européen, je peux donner aussi des exemples africains, asiatiques ou amérindiens.
En 1848, dans l'Europe complètement traversée de mouvements de libération nationale contre les trois puissances considérées comme des puissances oppressives, c'est-à-dire les Habsbourg, le tsar de Russie et l'Empire ottoman, les peuples de l'Europe centrale se sont révoltés contre le tsar, le sultan et les Habsbourg. Et cette révolte populaire, et en même temps des élites intellectuelles, a eu comme conséquence immédiate une œuvre de planification et de réforme. C'est la naissance du tchèque, c'est la naissance du slovaque, c'est la naissance du slovène, c'est la naissance du serbe et du croate, c'est la naissance du polonais, enfin, qui avait toujours été, grâce à l'Église polonaise, plus ou moins un instrument de résistance contre l'oppression du tsar, et plus tard, disent les Polonais, contre l'oppression bolchevique. Et de toutes les façons, on a affaire ici à un réveil, un sursaut national, qui passe par la langue et par l'effort de planification. Le tchèque était devenu, après la bataille de la Montagne Blanche, vous connaissez, 1611, où l'aristocratie bohémienne a été écrasée par l'armée de l'empereur de Habsbourg, par l'armée de Vienne, était devenue une langue complètement réfugiée dans les villages. Plus personne ne s'en servait vraiment. La Bohème était entièrement germanisée ou austriacisée. Il en va de même pour la Hongrie. Les souverains de la couronne de Saint-Étienne, hongroise, de Budapest, étaient les seuls qui portaient encore le flambeau de la résistance nationale et culturelle magyar. On dit magyar en hongrois. Magyarország veut dire la Hongrie en hongrois, et certains prononcent Magyar. Magyar. Ont aussi donné à leur langue, grâce à certaines élites intellectuelles, c'était en général des grammairiens patriotes. Ils étaient à la fois grammairiens et soldats. Et donc, ils avaient l'idée de réformer leur langue pour lui donner un droit national et une ouverture qui soit l'épilogue de la longue séance d'oppression, la longue époque d'oppression, et en même temps, ils combattaient dans les rangs des armées d'indépendance nationale. Il en va de même pour d'autres pays plus éloignés. J'ai cité de nombreux pays européens. On peut citer également des pays soumis à l'Empire ottoman, c'est-à-dire tous les pays des Balkans. Ça a été le cas de la Grèce, ça a été le cas de la Bulgarie, ça a été le cas de la Roumanie, et ça a été le cas de l'Albanie. Bien qu'en Albanie, on ait un cas particulier, la promotion de l'albanais était faite par des élites musulmanes, car l'islamisation de l'Albanie, très forte, comme celle du Kosovo, territoire serbe et non pas territoire musulman, contrairement à ce que l'on croit, Kosovo, Polier, le nom de cette fameuse bataille, où l'armée serbe a été écrasée par l'armée ottomane. Tous ceux qui connaissent un peu le russe ou les autres langues slaves savent que Kosovo veut dire merle, c'est le nom d'un oiseau dans toutes les langues slaves. Et le Kosovo Polier, Polier veut dire un chant, aussi bien en russe qu'en serbe ou en croate. Kosovo Polier, le chant des merles, était un territoire complètement serbe et non pas, comme on le fait croire aujourd'hui, un territoire albanais ou kosovar. Enfin, arrêtons ces polémiques politiques intéressantes, mais qui ne sont pas exactement dans mon sujet, pour en revenir donc à ce réveil national qui passe par l'importance énorme accordée aux langues. Na ir čia galėčiau paminėti vieną didžiulį projektą, didžiulio masto projektą, kuris buvo įgyvendintas ir kuris taip pat atspindi šią didžiulę kalbų įvairovę. Tai taip vadinamos reformos ir planavimas. Šis dokumentas buvo parengtas ir iki šiol domina viso pasaulio tyrinėtojus ir mokslininkus. Ir čia norėčiau daugiau pakalbėti apie Europos istoriją, tačiau tą patį būtų galima pasakyti ir apie kitus žemynus. 1848-aisiais pradėjo judėti daugybė Europos tautų, kurias prieš tai valdė Habsburgų dinastija, Osmanų imperija ar caristinė Rusija. Taip gimė čekų, slovėnų, slovakų, serbų, kroatų, lenkų kalbos. Beje, lenkų kalba ir tuomet, ir vėliau bolševikinės Rusijos. Enfin, lenkų kalba. Pour la Pologne, c'était une réaction beaucoup plus ancienne que celle des autres pays. Beje, lenkų kalbai, tai visuomet lenkų kalba patiems lenkams visuomet tiek valdant caristiniai Rusijai, tiek vėliau bolševikams buvo priemonė priešintis priespaudai. Taigi šio nepriklausomų tautų judėjimo laikotarpiu išties vyko svarbus kalbiniai procesai, kuomet pavyzdžiui Bohemoje buvo nuslopintas judėjimas, ši teritorija buvo germanizuota. Taip pat Vengrijoje, kuomet elitai pradėjo
paskatinti vartoti savo gimtąją kalbą, kuri vengriškai vadinama Major kalba. Galima sakyti, jog šie žmonės buvo tiek gramatikai, tiek patriotai, kurie kovojo ir savo nacionalinėse kariuomenėse, ir taip pat savo darbais. Paminėkime ir Osmanų imperiją, kuomet iškilo graikai, bulgarai, rumunai, albanai, albanų kalba. Beje, Albanijos atvejs įdomus, kadangi ten albanų kalbos prestižą kėlė musulmoniškas elitas. Ir čia galima šiek tiek nukrypti ir paminėti Kosovą, kuris mano įsitikinimu yra grinai serbiška, o ne kokia kitokia teritorija. Tačiau tai jau yra visai kita tema. Ce travail de planification et de réforme s'est donc appliqué à un très grand nombre de langues. En dehors de celle de l'Europe que je viens de citer, on peut dire qu'il s'est appliqué aussi aux langues un peu plus éloignées, par exemple le turc et le persan, et qui étaient, du fait de l'islamisation au 8e et 9e siècle, complètement envahis par des emprunts à l'arabe, ont été l'objet de recherches Atatürk jusqu'à sa disparition, et dans le cas de la Perse, le gouvernement de Kasravi et d'autres ont demandé à des linguistes d'aller dans les tribus les nomadisants à travers ces pays, les plus archaïques, les plus représentatifs de l'histoire ancienne de ces pays, afin de donner respectivement aux Turcs osmanlis la variante de Turquie. Il ne s'agit pas du kirghize, du turkmène ou du kazakh, les anciennes républiques soviétiques musulmanes d'Asie centrale. Il s'agit du turc de Turquie. Eh bien, il a été l'objet d'une planification, d'une réforme très importante qui a amené à la physionomie actuelle de la langue de la Turquie, de la langue de Ankara et d'Istanbul. Il en va de même pour le persan, qui a été l'objet d'une très importante entreprise de planification. Si on va un peu plus à l'est, il en va de même pour le mongol. Il en va de même pour le mandchou. Le mandchou était en voie d'extinction. Il est aujourd'hui une langue complètement très peu répandue. Il se trouve que les élites mandchous ont été complètement sinisées. Vous comprenez, sinisées, c'est-à-dire transformées en chinois. Et cette sinisation des élites mandchous est tellement grande que on prétend, avec provocation peut-être, qu'à Pékin, les gens qui parlent le meilleur chinois mandarin, ce sont les mandchous. Exactement comme certains prétendent que les gens qui parlent le meilleur russe à Moscou, ce sont les Tatars, qui ont été complètement russifiés. Et le français, Pardon ? Et le français sont ceux qui... Pour le français, qui parle le meilleur ? Certains disent que ce sont les gens du pays de la Loire, c'est-à-dire des châteaux dans lesquels les souverains de la Renaissance, François Ier, Henri II, et d'autres aimaient à se retirer. En réalité, les linguistes remarquent que le français des pays de la Loire n'est pas meilleur que le français des grandes villes du nord de la France. En principe, en dehors des accents propres aux arrondissements les plus populaires, la norme officielle du français est celle de la bourgeoisie parisienne. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas celle de Lyon, qui est fortement italianisée et sur le plan phonétique, avec des influences provençales occitanes importantes. Ce n'est pas celle de Lille, avec de très fortes influences flamandes. C'est celle de la bourgeoisie des quartiers chics de Paris, qui représente en principe la norme officielle du français. Pour répondre, chers collègues, à votre question. Donc voilà comment les choses se sont passées au fur et à mesure du temps avec cette entreprise de planification. Dans le cas de la lusophonie, c'est-à-dire de la diffusion du portugais dans les pays du monde, que s'est-il passé? Eh bien, on a une situation très paradoxale. Le Portugal, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un petit pays d'Europe qui a été très favorisé par son entrée dans l'Union européenne, car comme vous savez sans doute, quand un pays candidat entre dans l'Union européenne, il reçoit beaucoup d'argent. Et le Portugal, qui n'est pas un pays riche, a eu un intérêt économique énorme à son introduction. C'est le cas de la Lituanie. Pardon? C'est le cas de la Lituanie. C'est peut-être, le Lituanie n'était pas aussi pauvre que le Portugal. Le Portugal était un pays pauvre. Mais la Lituanie, a peut-être aussi été favorisée en recevant des sommes importantes par son entrée dans l'Union européenne. Ce qui veut dire, en parenthèse, quelque chose qu'il faut dire aux gens de Bruxelles, la candidature à l'Union européenne, chez les pays qui la demandent, n'est pas toujours un acte d'amour. Ça peut être aussi un acte d'intérêt économique et financier, ce qui, après tout, est parfaitement compréhensible. Bien, le monde lusophone d'aujourd'hui, c'est un monde étrange. L'Angola, la Mozambique, le Brésil, les îles du Cap-Vert,
et la Guinée-Bissau, peut-être un tout petit peu Macao, au sud de Hong Kong en Chine, de Xinjiang, et une partie de l'enclave de Shoa en Inde, sont des pays lusophones. Ce qui veut dire qu'on a affaire à une langue très répandue dans le monde, et qui a été répandue parce qu'à certains pays, à certaines histoires, on a eu une découverte par des navigateurs de pays du monde entier. Quelquefois je dis, un peu par provocation, en m'amusant, mais c'est en partie vrai, le Portugal, qu'est-ce que c'est? C'est un petit pays, pas riche, qui a gagné beaucoup à entrer dans l'Europe, comme la Lituanie, mais dont l'essentiel peut se résumer à une formule. Le Portugal, c'est un pays qui, à une certaine époque de son histoire, a eu des navigateurs de génie. C'est ça le Portugal. Il a eu, à une époque de son histoire, des navigateurs de génie qui ont ouvert le pays, sa langue, sa culture, au monde entier. Bien, ferme cette parenthèse, avant de laisser la traductrice opérer, pour revenir au chinois, c'est-à-dire à une langue dont la diffusion dans le monde entier est aujourd'hui soutenue par d'énormes efforts financiers de Pékin, malgré la difficulté. Le chinois, malgré ce que l'on raconte, n'est pas du tout une langue difficile. Le chinois est une langue monosyllabique, sans aucune morphologie. Les monosyllabes ne changent jamais. En revanche, s'il y a une grande difficulté du chinois, elle est d'ordre extralinguistique, elle est scripturaire. Elle tient au caractère, symbole, vous dites, n'est-ce pas? Ça s'appelle caractère en français. C'est-à-dire que l'écriture du chinois est une écriture très difficile. Il y a à peu près autant de caractères. Ce n'est pas une écriture alphabétique, ce n'est pas une écriture syllabique, c'est une écriture idéographique et pictographique. Certains sont des pictogrammes, c'est-à-dire représentent, pour dire par exemple un homme, on dit Ren, et Ren s'écrit avec un tronc et deux jambes. On écrit comme ça le caractère chinois qui veut dire homme. Donc ce sont des pictogrammes qui représentent par une espèce de peinture naturellement stylisée, arrangée et non pas imitative, non pas psittacique, les objets que l'on veut représenter. Eh bien, cette écriture est très difficile. Tout n'est pas aussi simple que le mot simple homogène avec un tronc et deux jambes. D'autres caractères sont beaucoup plus complexes. Et cependant, les Chinois, sans se laisser impressionner, dans leur Kongfutse, Xue Yuan, les instituts Confucius du monde entier, eh bien, enseignent aussi l'écriture chinoise. Et leur but, en Afrique notamment, où ils sont souvent implantés pour des raisons d'accord économiques, également en Asie du Sud-Est, essayent de répandre le plus longtemps possible, le plus loin possible, leur langue à travers ce travail qui participe à l'effort de diffusion mondiale des langues, favorisant leur diversité, tout en étant une menace pour les langues minoritaires qui n'ont pas les moyens de résister. Taigi tai prasidėjo kalbų reformos, jų planavimas, kitaip tariant, kalbų norminimo darbai. Taip buvo sunorminta turkų kalba, persų kalba, kurioje tais laikais buvo daugybė arabų kalbų skolinių. Štai Turkijos vyriausybė pasikvietė kalbininkus ir juos paragino vykti pas atokiausiai gyvenančias gentis, kurios buvo geriausiai išsaugojusios senąją, tą tikrąją turkų kalbą. Ir būtent iš šių tyrinėjimų ir šių norminimo darbų buvo suformuota dabartinė šiuolaikinė turkų kalba. Panaši raida palietė persų kalbą, taip pat mongolų kalbą, mančių kalbą, kuri tuo metu buvo beveik išnykusi ir kuri susidūrė su ypač stipria kinizacija. Ne veltui šiandien sakoma, jog geriausiai kinų kalba kalba būtent mančių atstovai. Taip pat, kaip sakoma, jog geriausiai Maskvoje rusų kalbą moka ir taisyklingiausiai ją vartoja totoriai. Na, o kalbant apie prancūzų kalbą, tai galima būtų galbūt sakyti, jog geriausiai ją moka Luaros slėnio gyventojai, kur dažnai keliaudavo Pranciškus I, Henrikas II. Tačiau aš sakyčiau, jog lingvistiniu požiūriu esminių skirtumų tarp Luaros slėnio prancūzų kalbos ir šiauriau vartojamos prancūzų kalbos nėra, o dabartinės prancūzų kalbos norma tai yra Paryžiaus buržuazijos, prabangiausių Paryžiaus regionų gyventojų kalba, kuri tikrai nėra nei Lijono, nei Lilio kalba, nes šiuose miestuose prancūzų kalba yra patyrusi kitų tarmių ir kitų kalbų įtaką.
Na, bet dabar pakalbėkime apie portugalų kalbą ir jos paplitimą. Susidurime su išties akivaizdžiu paradoksu, kadangi šiandien Portugalija yra maža šalis, kuriai ES labai padėjo. Žinote, kiekviena į ES stojanti šalis gauna nemažas išmokas, o tuo metu Portugalija buvo išties skurdi šalis. Beje, tikriausiai ir Briuselio tarnautojams reikėtų paaiškinti, jog ne visos šalis stoja į ES iš meilės jai, o tiesiog vedinos ekonominių ir finansinių išskaičiavimų. Šiandien, nepaisant to, jog Portugalija yra maža šalis, portugalų kalba vartojama Angoloje, Mozambike, Bisau Gvinėjoje, Makao teritorijoje, Žaliajame Kyšulyje ir kitur. Taigi matome, jog portugalų kalba yra plačiai paplitusi. Taip atsitiko dėl geografinių atradimų, kuriuos atliko būtent portugalų keliautojai. Ir nors šiandien Portugalija yra nedidelė šalis, praeityje ji turėjo išties daugybę didžių tyrinėtojų. Kalbant apie kinų kalbą, jos sklaidą pasaulyje šiandien Kinijos vyriausybė ypač skatina. Kitaip negu dažnai manoma, kinų kalba išties yra labai lengva, žodžiai yra vos iš vieno skiemens. Tiesa, rašyba nėra lengva, tai yra ne skiemenimis, ne raidėmis paremta rašyba, o simboliai. Tai reiškia, jog vartojamos piktogramos, pavyzdžiui, supaprastintai pavaizduojamas paukštis, tačiau yra ir simbolių, kurie yra išties daug sudėtingesni. Šiandien Konfucijaus institute kinų kalbos rašybos taip pat yra mokoma ir, pavyzdžiui, šie institutai aktyviai veikia Afrikoje, kur Kinija turi ekonominių, finansinių interesų, taip pat Pietryčių Azijoje. Ir taip pat yra skatinama kalbų įvairovė, kuri, kaip jau sakiau, tuo pačiu atspindi ir grėsmę keliamą mažiau paplitusiams kalboms. Et puisque nous sommes en Lituanie, je vais citer, dans cette idée générale de la planification et de la réforme des langues, pour leur donner une diffusion, une importance plus grande, je vais citer, si vous permettez, j'ai cité déjà les langues de l'Europe centrale, les langues des Balkans, le turc, l'iranien, le mongol, etc. Je vais citer le lituanien, si vous permettez, qui, lui aussi, appartient à cet ensemble de langues minoritaires qui pendant longtemps avaient été relégués ou dans les campagnes ou en tout cas en dehors des grandes agglomérations et qui ont été la cible, l'objet à la fois de l'amour patriotique et de la connaissance encyclopédique de très grands personnages. Dans le cas du lituanien, tout le monde connaît le nom célèbre de Jablonskis. Il a eu, évidemment, je ne vais pas vous apprendre ces choses que vous avez tous et toutes apprises à l'école, je suppose, mais il faut quand même rappeler, puisque nous sommes ici à Kaunas, Kaune, il faut quand même, j'emploie le locatif pour parler, il faut quand même rappeler que le lituanien a été l'objet de cela grâce à Jablonskis. Il a commencé à s'inscrire dans la lignée des grands journaux très célèbres, Ausra et Varpas, l'aurore et la cloche, qui avaient été déjà des instruments instruments nationalistes au sens positif, pas au sens négatif du terme, un bon nationalisme, légitime, ou légitimé par l'histoire, on va dire, à s'inscrire dans ce sillage. Et il a eu une très grande importance dans l'histoire du lituanien. Il a fait quelque chose dont vous connaissez parfaitement les conséquences, car c'est la langue que vous employez, qui est votre langue maternelle, Gibunis Kalba, Gilboy Kalba, Yurs, Gilboy Kalba, votre langue maternelle à tous. Il a choisi, parce que le lituanien avait une caractéristique qui est typique de l'histoire des langues humaines, c'est le cas du Portugal, c'est le cas également de nombreux pays d'Afrique très petits, même quand un pays a des dimensions très réduites, ça n'empêche pas une très grande diversité dialectale. Et la petite Lituanie, je ne parle pas du Grand-Duché, je parle de Lituanie à partir du XIXe siècle jusqu'à l'époque moderne, contemporaine, a toujours une grande diversité dialectale. Donc le lituanien que vous parlez a été choisi par votre grand-père protecteur Jablonskis, c'est la variante Aukštaitija, c'est-à-dire la variante du sud-est, du centre-est du lituanien. Et il a donc passé pendant toute sa vie, 50 ans à peu près de sa vie, à faire un énorme
effort de travail pour la codification de cette langue. Le nom même de sa grammaire, d'ailleurs, a évolué en fonction de l'évolution de la langue. La première version s'appelle Grammatica Lietuviskos Kalbos. Après, Lietuviskos Kalbos Grammatica. Car il considère qu'il faut mettre le génitif, le complément déterminatif du nom, avant le nom déterminé. Et la dernière version, c'est Lietuviu Kalbos Grammatica. Autrement dit, dans l'évolution même du nom qu'il donne à sa grammaire, il est parallèle à l'évolution de la langue elle-même. Donc c'est quelqu'un, certainement, auquel les Lituaniens, la Lituanie, a une dette nationale, patriotique, très importante. De quoi s'est-il occupé? Il s'est occupé non seulement du vocabulaire, non seulement du lexique, de la base même de vocabulaire de la langue, mais aussi de nombreux problèmes plus techniques. Pardonnez-moi, Esokalbininkas. Comme je suis un linguiste, évidemment, je vais vous citer des choses un peu techniques. Est-ce qu'il y a de la linguistique ici, dans cette université? Oui, donc ils font un peu de linguistique. Bon, bon, très bien. Très bien. Je vais donc vous citer des phénomènes morphologiques ou morphosyntaxiques. Je ne vais pas entrer dans les détails théoriques. Je fais partie des linguistes dans le monde actuel qui n'acceptent pas le terme morphosyntaxe parce que pour moi, la morphologie et la syntaxe, même en étant étroitement liées par toute une série de relations dans le détail desquelles je ne vais pas entrer maintenant, beaucoup trop techniques, sont quand même deux domaines à maintenir séparés. Mais il s'est intéressé beaucoup à la morphologie et à la syntaxe, et en particulier je vais être un peu technique maintenant, puisqu'il y a des linguistes parmi vous, au domaine suivant. Premièrement, l'ordre des mots dans la phrase nominale. Le fait même d'avoir d'abord dit Grammatica Lietuviskos Kalbos, ensuite Lietuviskos Kalbos Grammatica, montre bien que ce problème d'ordre des mots est un problème essentiel dans le lituanien, au moins à la fin du XIXe siècle, même si maintenant il est un peu plus fixé. Il s'est intéressé aussi à l'usage des adjectifs suffixés. Adjectifs suffixés au lieu de génitif du nom. Ici, on voit très bien Lietuviskos ou Lietuviu. Lituanie ou des Litu, parce que Lietuvius est le génitif pluriel. La grammaire de la langue des Lituaniens. On dit, il y a ici un problème, disons, de ce que nous appelons, nous, syntagme nominal, groupe de deux noms qui sont en relation de détermination syntaxique. Il s'est intéressé aussi à un autre aspect de la morphosyntaxe du lituanien, c'est-à-dire l'usage des prépositions et des cas. Du gouvernement verbal, il s'est intéressé beaucoup à la préfixation verbale. En particulier, il s'est intéressé à un préfixe comme dans Atsi Prachau, Atsi, etc. Je pose la question, ici c'est moi qui suis l'élève, personne, depuis que je suis ici, j'ai commencé le lituanien il y a 3 semaines, avant je ne connaissais rien, je me suis plongé à fond pendant 3 semaines, et comme je suis un amoureux fou, passionné des langues depuis la petite enfance, évidemment j'apprends assez vite, mais je n'ai jamais réussi, ni dans aucun dictionnaire, ni dans aucun dialogue, à savoir exactement ce que veut dire sémantiquement, quel est le contenu sémantique du préfixe atsi. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Atsi, préfixé à une racine verbale ou nominale, que veut dire atsi? Atsi prachau, atsi, ce qu'on veut. Quelqu'un sait ça? Bon, je pose la question, et donc j'attends votre réponse. C'est une question Ashtur Klausima. C'est une question que je fais moi-même. Il s'est intéressé aussi à quelque chose de très très important, dont j'ai parlé un petit peu hier à Vilnius et dont je ne vais pas vous reparler aujourd'hui, qui est une caractéristique extraordinaire du lituanien. Nous nous intéressons beaucoup en linguistique. Je suis un linguiste typologiste. Je vais à des congrès mondiaux de typologie où les linguistes viennent du monde entier. Moi, je viens avec les langues que j'ai étudiées, c'est-à-dire africaines, tibéto-birmanes, amérindiennes, océaniennes. Enfin, j'ai été dans le monde entier et je continue à aller partout. Je suis un linguiste de terrain qui étudie les langues sur place, en interrogeant les gens. En interrogeant des gens qui vivent dans des conditions souvent très précaires, des conditions très anciennes, un peu comme ici, si je prenais un lituanien, un sauvage lituanien, à qui je demande comment vous dites ça dans votre langue. Mais il n'y a pas de sauvage lituanien, bien sûr. Et donc voilà la situation que j'utilise en Afrique ou en Asie ou en Océanie. Il s'est intéressé à un domaine qui m'intéresse comme typologiste et qui est une caractéristique extraordinaire du lituanien. C'est l'immense richesse des participes. Il a énormément travaillé là-dessus. Quand je parle de l'immense richesse des participes, je veux dire que le lituanien nous propose les structures suivantes, illustrées par des exemples.
grįždami galėsime sustokti Kaune. Ou bien, turistai iškeliavo anksti, saulei tekant. C'est encore, ce tekant, c'est un participe en ant, int, c'est encore un autre participe, ou encore, ateius vasari, visi nori atostogauti. C'est encore une autre formule participiale du lituanien. Et on a encore beaucoup d'autres. Le lituanien peut encore dire susirgus reikia kreiptis į gydytoją. Norint įvažiuoti į kurortą, būtina turėti leidimą. Autrement dit, on a des participes. Le norint ici n'a pas de sujet. On va traduire en français, si vous voulez aller dans une cure, dans un endroit où on peut faire une cure, vous devez avoir un permis. Mais ce norint, on ne dit pas qui veut. On se sert de norint, c'est-à-dire du participe en int à propos du verbe nor, du verbe vouloir, de norecha où je voudrais, etc. Et on ne lui donne pas de sujet. C'est une extraordinaire particularité morphosyntaxique du lituanien. Il s'est intéressé encore à des exemples comme celui que l'on a quand on se sert d'un passé composé, c'est-à-dire d'un auxiliaire. L'auxiliaire du passé composé en lituanien, c'est encore une chose extraordinaire, n'est jamais l'auxiliaire avoir. Toujours l'auxiliaire être. C'est-à-dire que l'on doit dire « Jis ira sukures daug elieraščiau ». Jis buvo sukures daug elieraščiau. C'est-à-dire, on ne se sert pas du verbe avoir. On dit, pour dire il a composé ou il avait composé beaucoup de poèmes, on dit il était composé beaucoup de poèmes. Ceci est unique. Très rares sont les langues avec un passé composé et un auxiliaire, dans lequel l'auxiliaire est toujours être, et non pas comme en français. En français, on a, ils ont travaillé, mais ils sont allés. On dit, on a l'auxiliaire avoir pour un verbe comme travailler, l'auxiliaire être pour un verbe de mouvement comme aller. En lituanien, on n'a jamais l'auxiliaire avoir. Bon, il a travaillé sur tous ces phénomènes. Il a travaillé aussi sur un phénomène qui me frappe énormément. Ces phénomènes sont des phénomènes morphologiques, sur un phénomène syntaxique extraordinaire que j'ai découvert. Je ne connaissais pas. J'ai découvert il y a 2 semaines en commençant à étudier beaucoup le lituanien pour venir ici. Car pour moi, ce serait une tragédie et une désolation complète d'aller dans un pays sans commencer par regarder un petit peu sa langue. J'ai découvert ainsi, pardonnez-moi, j'ai découvert, je suis ici un étudiant, un petit étudiant qui apprend, qui ne connaissait rien, qui commence à connaître un peu. J'ai découvert un phénomène, à ma connaissance, unique dans les langues du monde. Et pourtant, je passe ma vie dans la diversité des langues. Je ne connais aucune langue dans laquelle on peut avoir un passif du verbe être. Un passif du verbe être. Je cite ça et je vous laisse parler. Ainsi, j'ai découvert qu'en lituanien, on peut dire évidemment Ji buvo kareivis, bon, c'est une structure très simple, Jis, pas I, parce que peut-être les femmes peuvent être soldats aussi, mais disons Jis buvo kareivis, mais on peut aussi dire Jo buta kareivio. Ça, c'est extraordinaire. En d'autres termes, on peut mettre le sujet au génitif, le verbe au participe passé, passif du verbe être, et le attribut ou complément attributif au génitif lui aussi. Jo buta kareivio. Je pose une question, comme tout à l'heure à propos de atsi, le préfixe. J'aimerais beaucoup que des Lituaniens parmi vous, je fais ici une enquête de terrain auprès de vous, me disent s'il y a entre Jis buvo kareivis et Jo buta kareivio une différence sémantique énorme, ou si c'est équivalent. Galite versti. Na bet kadangi šiandien kalbame čia Lietuvoje, tai kalbėdamas apie kalbos norminimą be turkų, mongolų, iraniečių ir kitų kalbų, taip pat norėčiau pakalbėti ir apie lietuvių kalbą, kuri taip pat yra iš tų mažiau paplitusių kalbų. Ilgą laiką ji buvo daugiausia vartojama kaimiškose vietovėse, kurią ypač vertino patriotai, taip pat ir mokslininkai. Visi iš jūsų žino Jablonskio pavardę, tikrai apie jį mokėtės ir mokykloje, taigi ne man pasakoti, kas jis toks buvo, tiesiog kadangi esame čia Kaune, tai norėčiau priminti, jog jis daug prisidėjo prie Aušros ir Varpo laikraščių leidimo, kurias
pavadinčiau gerąją prasme nacionalistinėmis, nacionalizmo skatinimo priemonėmis. Na ir jis išties turėjo didžiulės įtakos Lietuvai ir Lietuvos istorijai, kadangi jis normino jūsų visų gimtąją lietuvių kalbą. Lietuvių kalba šiek tiek primena portugalų ar mažų Afrikos tautelių kalbų padėtį, kadangi tai taip pat mažos šalies kalba. Ir nuo XIX amžiaus lietuvių kalbai buvo būdinga ypač didžiulė dialektinė įvairovė. O būtent Jablonskis nusprendė lietuvių kalbą... Būtent, beau participe. C'est surtout. Non, c'est surtout. Mais oui, surtout, c'est un participe. Ah non, là il faut demander spécialiste. C'est pas le participe du verbe être, étant? Non. Būtent? Notamment. Notamment, oui, c'est notamment. Pas le participe de être. Taigi, būtent Jablonskis pasirinko norminti lietuvių kalbą aukštaičių tarmės, tai yra pietryčių centro rytinės Lietuvos tarmės pagrindų. Ir daugiau nei 50 metų skyrė lietuvių kalbos norminimui ir kodifikavimui. Jo darbus atspindi ir leistos gramatikos. Pirmoji vadinosi gramatika lietuviškos kalbos, antroji lietuviškos kalbos gramatika, trečioji lietuvių kalbos gramatika. Taigi lietuviai ir Lietuva tikrai už daug Jablonskiui turėtų būti dėkinga. Na, o kadangi esu profesionalus kalbininkas, tai dabar norėčiau aptarti ir keletą labiau techninių aspektų, tai yra tų techninių kalbinių problemų, kurios rūpėjo ir pačiam Jablonskiui. Aš esu iš tų mokslininkų, kuris nagrinėja morfologinius ir sintaksinius reiškinius ir kuris mano, jog nors morfologija ir sintaksai yra glaudžiai susijusios sritis, vis dėlto jos turėtų būti laikomos dviem atskiromis sritimis. Ir štai jau iš vien Jablonskio gramatikos pavadinimų matome, jog jam labai rūpėjo žodžių tvarka daiktavardinėme sakinyje. Taip pat jam rūpėjo būdvardžių sufiksai lietuviškos ar lietuvių, ypač daiktavardinėse sintagmose. Taip pat jis nagrinėjo prielinksnius ir linksnius veiksmažodžių prefiksus. Pavyzdžiui, galbūt jūs man galėsite atsakyti klausimą, kągi reiškia, semantiškai reiškia prefiksas atsi žodyje atsiprašau. Lietuvių kalbos pradėjau mokytis vos prieš 3 savaitės, kadangi mane kalbos jau nuo pat mažumės labai žavi, taigi vos tik sužinojęs, kad vyksiu į Lietuvą, ėmiausi ir lietuvių kalbos, tačiau per šį laiką man niekas nesugebėjo paaiškinti, kągi reiškia tas atsi, galbūt galėsite padėti jūs. Na ir taip pat vakar Vilniuje kalbėdamas užsiminiau apie dar vieną nepaprastą lietuvių kalbos ypatybę. Aš nagrinėjau kalbų tipologiją. Ah, c'est moi qui parle, c'est vous. C'est moi. Dalyvauju tarptautinėse konferencijose. Taip pat nagrinėju Afrikos, Okeanijos, Šiaurės Amerikos, Azijos tautų kalbas, bendrauju su vietiniais gyventojais, laukiniais gyventojais, kokių Lietuvoje jau tikriausiai nebėra. Na ir ta mane ypač nustebinusi lietuvių kalbos ypatybė, tai buvo dalyvinės, padalyvinės ir pusdalyvinės konstrukcijos. Jūs turite tokius žodžius kaip grįždami ar saulei tekant, atėjus vasarai, susirgus, norint, jums nereikia nurodyti veiksnio, kuris būtinas prancūzų kalboje, kad būtų aišku, kas ko nori. Taip pat kita ypatybė, kaip lietuvių kalboje yra būtajame laike vartojamas pagalbinis veiksmažodis. Prancūzų kalboje yra 2 pagalbiniai veiksmažodžiai. Tai yra būti ir turėti. Būti vartojamas tokiais žodžiais kaip dirbo, turėti su tokiais žodžiais kaip dirbo, o būti su tokiais veiksmažodžiais kaip eiti, kurie reiškia judesį ir veiksmą. Na, o lietuvių kalboje yra vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tik tai būti. Pavyzdžiui, yra sukūręs ar buvo sukūręs. Kitas mane ypač nustebinęs sintaksinis reiškinys, kurį atradau vos prieš 2 savaitės, kada, kaip jau minėjau, man būtų tikrai didžiulė tragedija vykstant į kokią šalį, nesusipažinti su to šalies kalba. Ir kaip jau minėjau, aš tik pradėjau mokytis jūsų kalbos ir štai prieš 2 savaitės atradau tikrai unikalų
dalyką, tai yra pasyvinė neveikiamoji veiksmažodžio būti forma. Pavyzdžiui, jo būta kareivio. Tai iš ties yra nepaprasta. Veiksnys papildinys yra kilmininko forma, užtenka veiksmažodžio būta ir jūs jau turite sakinį. Tad aš kaip besimokantis šios kalbos taip pat norėčiau sužinoti, ar pasakymas jo būta kareivio prilygsta kitoms struktūroms, kuriomis yra pasakoma ta pati mintis, ar vis dėlto yra kažkoks skirtumas? Dans cet ouvrage, dans ce travail de planification et de réforme, qui, comme je l'ai dit, est une participation essentielle à la promotion des langues, eh bien, pour ce qui est du cas particulier, būtens, notamment, du lituanien, Jablonskis n'a pas été toujours suivi par tous ses collègues. Il s'est heurté à l'opposition. Il a été suivi par une masse de gens qui étaient entièrement d'accord avec l'opportunité, sinon la nécessité, de moderniser le lituanien pour en faire une grande langue moderne, exprimant le monde contemporain. Mais il s'est heurté à quelques oppositions, et en particulier, je voudrais caractériser le conflit, ou disons la confrontation à laquelle a été exposé Jablonskis, par les termes suivants que je vous prie de noter attentivement. Il y a une opposition entre ce que j'appelle la transparence internationaliste et l'opacité nationaliste. Vous comprenez, opacité, ce qui est opaque ou obscur. Cette différence entre la transparence internationaliste et l'opacité nationaliste veut dire une chose très simple. Quand vous voulez enrichir le vocabulaire d'une langue, ou bien vous prenez une solution très simple, qui consiste à emprunter des mots, en général anglais ou français, c'est-à-dire des mots internationaux. La plupart des mots internationaux, techniques, sont ou bien anglais ou bien français aujourd'hui, et depuis longtemps. Si au contraire vous choisissez une solution, je dirais, patriotique ou nationaliste, du coup, vous n'êtes plus transparent, car vous allez chercher des racines dans les étapes anciennes et même archaïques de la langue que vous étudiez. Jablonskis a été exposé à ce phénomène lui-même. Dans le cas des langues modernes, nous le connaissons très bien. En chinois, nous avons ce phénomène très connu. Au début, les Chinois ont voulu tout simplement calquer les mots étrangers, et ils ont pris par conséquent des racines anglaises ou françaises. Pour dire téléphone, en chinois, dans les années 1930, 1940, etc., on disait téléphone. Et puis, on s'est aperçu que c'était une solution internationale et donc transparente, mais pas suffisamment patriotique. On a donc pris une solution patriotique, et en chinois d'aujourd'hui, téléphone se dit tianhua, tianhua. Tian veut dire électricité, hua veut dire parole, c'est-à-dire parole électrique. Le téléphone n'est pas vraiment une parole électrique, mais c'est un échange de communication par un moyen électrique. De même, dans d'autres langues, en arabe, quand on a voulu dire une bombe atomique, eh bien, on a été chercher dans le Coran une sourate très célèbre dans laquelle le prophète Mohammed dit « Lan tahpilu ila jannah ahdariyat dharra », c'est-à-dire « vous n'emporterez pas une seule parcelle de bien au paradis ». Et donc, sur dharra, dharra qui veut dire une parcelle, on a construit l'adjectif dharriya avec la terminaison adjectivale en i, qui est caractéristique des langues sémitiques, de l'arabe, de l'hébreu, de l'araméen et d'autres langues. L'araméen, la langue de Jésus, comme vous savez sans doute, et non pas l'hébreu, eh bien, on l'a construit dharra. Tandis qu'en Israël, on a pris, c'est une solution arabe, nationaliste et opaque, car personne, sauf les arabophones, ne comprend dharra. Tandis qu'en hébreu, on a pris tout simplement le mot international, anglo-français, et on a dit atomica, atomique, sans se demander d'où il vient. En fait, atomique n'a rien à voir avec l'hébreu, c'est un mot grec. A est un préfixe privatif, veut dire impossible, et tomos veut dire couper. Quelque chose on ne peut pas couper plus loin, l'atome étant le dernier degré de la coupe. Au-delà, on ne peut plus séparer un élément en plus petits éléments composants. Eh bien, dans le cas de lituanien, ce conflit, ou cet affrontement entre les partisans de la néologie sur la base de la transparence internationaliste, ou l'opacité internationaliste, ont été illustrés par de très étranges phénomènes. Il y a des mots d'abord qui, pour commencer par ces mots, ont été
des mots inventés par Jablonskis. Je suppose que parmi vous, les linguistes, les philologues, les gens qui ont étudié l'histoire du lituanien, savent que les mots que je vais citer sont des inventions. Jablonski les a créés lui-même. Et je vous cite ces mots. Itaka, pajanga sont des mots de Jablonski, ce qui n'existait pas en lituanien. Tikslas, turinis. Turinis, il a pris le verbe tureti, bien sûr, et il a formé le mot contenu sur le verbe qui veut dire avoir, contenir. Poioutis, sensation. Vajduote, imagination. Ateitis, futur. Praeitis, il a pris évidemment at, prae, il a pris des préverbes, et puis il a pris la radicale de ei, eiti, le verbe aller. Les noms également des jours de la semaine. Primagenis, antragenis, vienaskaita, daugiskaita, des noms grammaticaux et des noms de semaine sont des inventions de Jablonskis. Mais à côté de cela, Jablonskis a été en conflit avec des partisans de la opacité nationaliste qui voulaient avoir des mots entièrement lituaniens, et Jablonskis a gagné en imposant des mots internationaux qui ne sont pas du tout lituaniens, mais que tout le monde comprend. Exemple, c'est grâce à Jablonski que l'on dit energia, et non pas agna. C'est lui qui a voulu dire electra, et non pas, vous savez quel était le mot que voulaient les nationalistes pour dire électricité? Gintra, c'est-à-dire un mot archaïque qui n'a pas été retenu, qui a été oublié. On voulait dire discouris, il a dit genius, et il a imposé genius. Les nationalistes voulaient dire michorasha, et il a imposé necrologas. Les nationalistes voulaient dire butove, butove, mais on ne dit pas butove, on dit historia, je pense, aujourd'hui, en lituanien moderne. Les nationalistes voulaient dire idarbe, qui est joli mot, tout à fait lituanien. Il a imposé cultura, qui est compris par tout le monde. Les nationalistes voulaient dire orove, vous savez pour quelle chose? Pour le climat. Il a dit climatas, un mot international. Les nationalistes voulaient dire matomoxlis, il a imposé géométria. Ou encore, il voulait dire tricampiomata, trigonométria. On voulait dire rashtuomene. Rashtuomene, sur la racine de rashiti, écrire, pour dire la littérature, il a imposé littératura. Rashtuomene avait quand même un intérêt, c'est qu'il était en relation avec Rashitoyas, un écrivain. C'est-à-dire que lorsque les séries de mots sont en relation sémantique, nous avons un terme pour appeler ça, nous appelons cela une motivation. Motivatia. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une relation entre le mot qui veut dire... Le français est une langue complètement démotivée. Nous avons littérature, écrivain, qui n'ont aucune relation étymologique. Tandis que, disons, par exemple, un voisin, l'estonien, on dit irataya, irasha, kara, ikra, c'est-à-dire littérature, écrivain et livre. L'estonien est sur ce plan, plus que le finnois, une langue ouralienne, finno-ougrienne, très motivée. Le français et l'anglais sont des langues complètement démotivées. Si on avait gardé la proposition de Vireliunas, c'était Vireliunas qui était l'adversaire de Jablonskis, on aurait gardé idarbe, orove, butove, rashtuomene, au lieu des mots internationaux qui ont été beaucoup plus faciles à comprendre, qui ont été imposés par Jablonskis. Et avant de vous laisser traduire, je dis une dernière chose, puisqu'après il ne me restera plus de temps. Il y a un autre domaine dans lequel l'emprunt s'est fait en faveur de termes qui sont fermement enracinés dans la parole quotidienne du lituanien, tandis que les nouveaux termes normatifs, sans être vraiment principaux, continuent à être recommandés. Je ne sais pas si vous dites dubuo ou bliodas, si vous dites grietine ou smetona, si vous dites kompis ou shinka, si vous dites lagaminas ou chemodanas, si vous dites lekšte ou torielka. Je vous signale que torielka pour dire un plat, une assiette, chemodanas pour dire une valise, shinka pour dire du jambon, smetona pour dire crème, sont des mots russes, ou en tout cas des mots slaves. Je suppose que les mots grietine, kumpis, lagaminas, lekšte sont les mots imposés aujourd'hui, ou le plus utilisés, et qui comprend, quel lituanien comprend smetona, bliudas pour dubois, shinka ou chemodanas ou torielka, des lituaniens cultivés connaissent ces mots étrangers.
Mais les mots d'origine plus, disons, pas slave, pas russe ou pas ukrainienne ou biélorusse, sont des mots moins employés, mais selon mon information, ce sont des termes normatifs qui n'ont pas complètement disparu. Donc si on veut montrer qu'on est cultivé, on montrera qu'on connaît les deux mots. C'est une différence de niveau culturel, ce n'est pas une différence d'emploi sémantique. Par exemple, pour donner un exemple très simple, en roumain, qui est une langue latine, on a deux mots pour dire le temps. On a timpu, qui est un mot latin, et vreme, comme vremia en russe ou en bulgare, qui est un mot slave. Mais timpu et vreme s'emploient dans des contextes complètement différents. Tandis qu'ici, les paires de mots que j'ai cités sont probablement des paires de mots où le contexte sémantique n'est pas tellement différent, la différence étant surtout stylistique ou de niveau de culture. Taigi norminimo darbai buvo išties labai svarbus kalbos sklaidai. Tiesa, Jablonskį palaikė ne visi. Egzistavo priešprieša, kurią aš galėčiau apibūdinti kaip priešpriešą tarp internacionalistinio skaidrumo ir nacionalistinio neskaidrumo. Pirmuoju atveju tai reiškia, jog šio pirmojo požiūrio šalininkai siekia turtinti kalbą remdamiesi tarptautiniais žodžiais, o jau nuo seno dauguma tarptautinių žodžių tai yra prancūziški arba angliški žodžiai. Na, o antrojo požiūrio šalininkai skatino remtis senąją archaišką lietuvių kalbos formomis ir ten ieškoti įkvėpimo naujiems žodžiams. Čia galėčiau prisiminti ir kinų kalbos pavyzdį, kur anksčiau buvo kilusi mintis turtinti kalbą tiesiog imant užsienio kalbų žodžių kalkes. Pavyzdžiui, 20 amžiaus pirmoje pusėje kinų kalba žodis telefonas skambėjo labai panašiai, kaip kad mes jį tariame. Tačiau tai tarsi atitiko tą tarptautinį skaidrumą, tačiau paaiškėjo, jog tai nėra pakankamai patriotiškas požiūris ir dabar jau kinai telefonai turi savo žodį. Tas pats pasakytina ir apie arabų kalbą, pavyzdžiui, kalbant apie atominę bombą, atominis, tai yra žodis vera, kuris reiškia atominė ir kuris kilęs iš hebrajų, aramėjų, tai yra Jėzaus kalbos, o štai tiksliau atsiprašau, kurio nėra šiose kalbose. O štai Izraelyje, kuris atkūrė hebrajų kalbą, buvo pasirinktas tarptautinis variantas atomika, tai yra graikiškos kilmės žodis, kuris sudėtas iš dviejų dalių ir kurį galima būtų išversti kaip neįmanoma skaidyti ar atskirti. Na ir Lietuvoje toks kalbininkų konfliktas tarp šių dviejų požiūrių šalininkų taip pat buvo kilęs. Čia galėčiau pateikti keletą Jablonskio sukurtų žodžių. Jūs kaip kalbininkai ir filologai tikrai žinote, jog būtent Jablonskis pasiūlė tokius žodžius kaip įtaka, pažanga, tikslas, turinys, nuo žodžio turėti pojūtis, vaizduoti, ateitis ir praeitis. Taip pat savaitės dienas, pirmadienis, antradienis. Tačiau buvo ir tų, kurie siūlė nacionalistiškesnius variantus ir šiuo atveju vis dėlto Jablonskio pasiūlymai nugalėjo. Pavyzdžiui, šiandien kalbame apie energiją, o ne apie agną, apie elektrą, bet ne gintrą, genijų, o ne dičkurį ir panašiai. Beje, kalbant apie žodį raštuomenę, kuris buvo siūlomas vietoj literatūros, tai jis atrodo kalbinių požiūrių motyvuotas, kadangi turite žodį rašytojas. Štai prancūzų ir anglų kalbos yra visiškai nemotyvuotos literature écrivain. Estų kalba yra daug motyvuotesnė šiuo požiūriu negu, tarkim, suomių kalba. Kitas sritis, kur taip pat... Motyvacija ir nemotyvacija. Kitas sritis, kur taip pat susidurėme su skoliniais, tai tokio žodžių poros kaip dubuo, bliūdas, smetona, grietinė, lagaminas, čemondanas. Dalis šių žodžių yra rusiški ar bent jau slaviški skoliniai. Vienas iš šios poros žodžių yra norminis žodis, kitas taip pat plačiai vartojamas ir žinomas. Taigi, sakyčiau, kad jeigu esate išsilavinę, tai turėtumėte žinoti abu šios žodžius. Tai matome ir kitose kalbose, pavyzdžiui, lotynų kalboje egzistavo timpu ir vreme, tačiau šie žodžiai buvo vartojami skirtingose kontekstuose. Merci. Pour terminer, je dirais
que pour ce sujet donc, que je traite sur la diversité linguistique dans le monde, eh bien, la très grande diversité des langues est certainement promue ou auxiliée par les réformateurs, souvent en même temps des combattants politiques ou militaires même, qui veulent que leur langue ne soit pas oubliée et qu'elle accède à un minimum de reconnaissance internationale, mais en même temps, elle est opprimée, ou en tout cas contenue dans des limites étroites par la diffusion mondiale des grandes langues, surtout quand cette diffusion des grandes langues s'est faite à l'indice colonial, comme pour le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, et maintenant le chinois. Cela n'empêche pas que la tentative d'affirmation des langues reste une tentative très très forte, et on peut à la limite considérer que ici, si je puis jouer un peu sur les mots, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, cette tentative est en réalité une tentation. Tentative de faire quoi? C'est une tentation. Oui, mais tentative de faire quoi? De donner aux langues un statut international. Na ir baigdamas tiesiog norėčiau pasakyti, jog viena vertus kalbų įvairovę skatino reformatoriai, kurie tuo pačiu metu buvo ir politikai, aktyvūs kovotojai tiek politikos, tiek netgi karo lauke. Bet kita vertus šią įvairovę riboja didžiosios kalbos dėl kolonialistinių priežasčių, pavyzdžiui, ispanų, portugalų, anglų, prancūzų kalbos atveju, dabar galime kalbėti ir apie kinų kalbą. Taigi galima būtų sakyti, jog šis bandymas kuriai nors kalbai suteikti tarptautinį statusą labiau yra ne bandymas, o tiesiog atspindi tam tikrą siekį.